Donc pendant cette présentation, on va chercher un petit peu à vous faire bouger, parce qu'on n'oublie pas qu'on est kiné, et quand on est kiné, on est censé bien travailler le mouvement sain et pathologique. Alors comme l'a dit Julien, je suis hyper content de vous proposer ce diaporama, accompagné de Emmanuel, qui est notre spécialiste métropole, qui a une expérience de plus de 20 ans en gériatrie, qui est à l'initiative d'une démarche très intéressante sur une plateforme, sur une manière de prendre en charge les problèmes d'équilibre. Ça c'est le plan pour aujourd'hui. Sur la première partie prévention des chutes. On va peut-être revenir en arrière. Donc voilà, je laisse Emmanuel se présenter. On va peut-être déjà commencer, mais effectivement, je suis donc en activité salariée depuis plus de 24 ans et bien attirée par la gériatrie depuis plus de 20 ans. J'ai fait à peu près tous les services, aigus, du SSR, de l'EHPAD, et puis on a développé donc toutes les consultations d'évaluation des troubles de l'équilibre et de la marche, développé la plateforme de prévention des chutes, donc ça sera abordé à la fin de la présentation. En 2017, j'ai fait le DU de posturologie clinique et récemment, j'ai fait aussi la formation en éducation thérapeutique pour pouvoir montrer nos ateliers de suivi et de prise en charge de nos chuteurs. Voilà, donc moi je vous présente l'association Gramonoi. C'est une association qui est très jeune, qui œuvre pour la prévention des troubles de l'équilibre et des chutes chez les seniors. On a énormément de projets dans la tête, on aimerait bien avoir plus de bras pour nous y aider. Donc je vous invite à nous rejoindre pour montrer votre expertise, senior notamment. N'oubliez pas qu'à peu près 44% de vos patients sont des retraités. Donc quelques images, donc bien sûr la chute, donc la première image un peu stigmatisante bien sûr. La deuxième peut-être plus sympathique, c'est ce qu'on aimerait voir plus souvent, en tout cas pour tous nos anciens. Donc le plan pour aujourd'hui, on va faire un focus sur tout ce qui est chute bien sûr. Au-delà de la chute, on parlera bien sûr de la perte d'autonomie, mais on parlera également de la fragilité motrice. Une deuxième approche plus sur quelles sont nos actions kiné en multi-domaine. Et également une troisième partie sur le partage d'expérience, sur l'expérience qu'a Emmanuel en métropole. Alors, un peu de terminologie, qu'est-ce que c'est que la chute? Alors, la chute accidentelle, on parle de chute mécanique hors contexte de malaise, d'éléments de santé qu'on peut vraiment identifier. Un caractère répétitif à partir de 2 chutes sur 12 mois. Alors, c'est sûr que si vous avez un patient qui commence à répéter les chutes, on va commencer à s'inquiéter pour lui. Des chiffres à retenir, apparemment seulement 10% des chutes seraient signalées au médecin traitant, 90 non. Par contre nous, on va souvent être questionnés à propos de ces questions de chute. Et les facteurs aggravants sur les chutes, le fait qu'elles soient médicalisées, c'est-à-dire qu'elles nécessitent une prise en charge avec des soins, c'est un facteur aggravant la chute. Et bien sûr, une incapacité à le relever, sachez que si un patient fait une chute, il reste plus d'1 heure, il augmente son risque de mortalité de 50% dans les 12 mois suivants. Un peu d'épidémie sur les chutes. Donc à La Réunion, on a une population plutôt jeune, on s'en est tous rendu compte. En métropole, il y a un peu plus d'anciens. Donc c'est une thématique qui est brûlante d'actualité, vous le savez bien. On a un pic des baby-boom prévu en 2027, c'est-à-dire demain en gros. Plus de 2 millions de chutes chez les plus de 60 ans, une prévalence croissante au fur et à mesure des décades. Plus de 80 ans, 50% des gens font une chute dans l'année. Chez les plus de 65 ans, à peu près 9 000 à 12 000 décès suivant les études. Et après une chute médicalisée, il faut retenir que 33% des seniors ont une perte d'autonomie consécutive à cette chute médicalisée. Donc on s'inscrit dans le pronostic vital, bien sûr, mais également dans le pronostic fonctionnel. Du coup, voilà, à chaque fois qu'on parle de chute, on présente les chiffres qui plombent un peu, mais nous sommes dans la matinée de la prévention. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Et surtout de la prévention primaire, comme ça a été abordé déjà dans des autres présentations, c'est-à-dire d'intervenir avant que l'élément chute ou l'élément n'intervienne dans le parcours de la personne. Donc c'est vrai que la chute, c'est pas nouveau. Ça fait déjà quelques temps qu'on en parle, qu'on essaie de diagnostiquer, qu'on essaie de faire quelque chose, et qu'à notre disposition, il y a un certain nombre de tests. Maintenant, ils sont bien validés dans la littérature. Des tests plus ou moins rapides, plus ou moins faciles
à passer. Mais c'est toujours très intéressant de pouvoir s'appuyer dessus parce que voilà, ça permet une reproductibilité et un suivi de la personne dans le temps. Et selon les tests, ils sont plus ou moins sensibles dans la progression. Mais le plus souvent, effectivement, il faut un chronomètre. Donc je vous permets donc un petit rappel des tests les plus couramment utilisés. Le numéro 1, c'est le fameux TUG, qui est vraiment le gold standard et la référence. Si vous n'avez qu'un test, que le temps va faire passer qu'un test, c'est celui-là. Il est très intéressant parce que c'est une tâche complexe de se lever, de faire demi-tour, de revenir s'asseoir sur 3 mètres. Et c'est une tâche qui s'assimile à une activité du quotidien. Et souvent, ils nous disent, voilà, je suis tombée quand je me suis levée précipitamment pour aller répondre au téléphone ou à la porte. Et en fait, le tube met en scène cette situation. C'est pour ça qu'il est vraiment intéressant. Et donc, les tests que je vous cite sont corrélés avec un risque de chute faible, moyen ou haut. Donc, le tube, voilà, au-dessus de 14 secondes, c'est un marqueur de risque de chute élevé. Il y a aussi donc l'appui unipodal qui est intéressant et qui est bien marqué en dessous de 5 secondes. Donc si la personne ne tient pas en dessous de 5 secondes, c'est un facteur de risque de chute grave, c'est-à-dire avec des lourdes conséquences. Mais voilà, si la personne n'arrive pas à tenir, et du coup ça nous donne... cet appui unipodal est important pour la qualité de marche, pour éventuellement des gestes du quotidien, venir s'habiller, etc. Donc c'est important de le rechercher, outre le temps chronomètre. Je vous propose aussi donc, le test de Mangasini. Je pense que voilà, je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais voilà, un des tests qu'on utilise quand même le plus souvent et qui sont bien en lien avec de la fonctionnalité derrière. Donc le test de Mangasini qui est représenté ici, donc la personne est couchée et on a un peu droit de hanche et de genou, et il faut qu'elle tienne cette position sans bouger du tout. 10 secondes, inférieur à cela, c'est en lien avec la sarcopénie et une faiblesse musculaire. Et c'est vrai qu'il est intéressant parce que comme il est global, on a déjà une vision globale de la force musculaire des membres inférieurs et un peu des abdos. Il y a le test de Tinetti ou POMA qui est déjà bien utilisé avec une partie statique, une partie dynamique à la marche. Il est sur 28 et on perd rapidement des points, on devient rapidement en risque élevé, voire très élevé. Vous voyez, inférieur à 23 pour risque élevé, inférieur à 20 sur 28 pour un risque très élevé. Il y a la vitesse de marche sur 4 mètres, donc on est bien sur 4 mètres lancés, c'est-à-dire qu'il faut se faire un marqueur à 0 et un marqueur à 4 mètres, et la personne marche avant et la personne marche après. Donc on ne compte pas toute la phase accélération-décélération. Et cette vitesse de marche, pareil, avec un seuil inférieur à 0,8 mètres secondes, devient un marqueur de fragilité, de déclin et de chute. Cette vitesse de marche, elle peut être, on peut rajouter la double tâche, pour savoir si la personne est capable de gérer la marche et une tâche cognitive en posant des questions, calcul mental, et voilà. Et du coup, il y a le test d'assis debout, on a déjà beaucoup parlé parce qu'il faisait partie de l'évaluation ICOP Step 1. Et comme on disait, nous sommes des professionnels de mouvement, donc pour être sûr que tout le monde fait bien passer ce test, nous allons vous le faire pratiquer. Donc, est-ce que vous savez tous, vous connaissez? Vous êtes prêts? Bon. Alors, déjà, on commence assis. Voilà. Donc, effectivement, c'est assis, bord de chaise, bras croisés. La personne n'utilise pas l'axe droit. Le bord de chaise pour pas qu'on ait l'appui sur le dossier. Et donc, le mouvement, c'est effectivement de se lever et de s'asseoir bien debout et bien assis, 5 fois de suite, le plus vite possible. Alors, attendez. On n'est pas dans l'avion, tout va bien. Pour que ça soit bien rigolo, on va se mettre un petit chrono. Et je veux que chacun essaie de se voir combien il score. Le but, c'est de le faire le plus vite, hein, c'est bien ça, Emmanuel. Le plus vite possible. Mais bien debout, bien assis, sur des papiers. J'ai des chaises sympas ici, là. Si vous Est-ce qu'on peut lancer? Voilà, il y a des chaises originales. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, go! 1, 2, 3, chacun sur 4. Vous en êtes parce que chacun a sa responsabilité. Alors, il y en a qui ont pas reposé les fesses, hein, je trouve. Les tricheurs, mais on est en fin de journée, on accepte, on a tout. Voilà, du coup, à 9 aussi, tout le monde avait fini à 9 secondes. Oui, là. C'est pas mal, Emmanuel, t'en penses pas? C'est bien. Vous êtes inférieur de 15 secondes. Pour un peu plus de sécurité pour passer ce test, la chose
la mettre des fois contre un mur ou contre quelque chose pour pas qu'elle retombe. Parce qu'on a des fois des personnes qui regardent en disant je peux m'asseoir à côté. Donc voilà, c'est que je disais quand même, mais voilà. Donc on a fait le FTSST. La double tâche peut être mise sur les autres tests pour compliquer et donner une progression dans les tests possibles. Un petit rappel, le TU 14 secondes, c'est pour les moins de 75 ans. Et à partir de 75 ans, c'est 20 secondes. D'accord. Et donc il y a le position, alors c'est écrit en bas mais ça va très bien, la position, une position en test d'équilibre en position pied joint tenu 10 secondes, pied semi-tandem tenu 10 secondes, pied tandem, avec la pression, c'est bien vu, pied tandem tenu 10 secondes aussi. Alors quand on fait comme ça, ça nous donne des informations sur l'équilibre mais pas forcément plus. Par contre cet item de position pied joint semi-tandem et tandem fait partie de l'approche tête d'équilibre de ce qu'on appelle donc, le SPPB, qui est une grille qui est de plus en plus utilisée au niveau national et même plus loin, parce qu'il intervient par exemple dans les projets ONCO, dans des recherches et des programmes d'oncogériatrie, et le programme ICOP utilise aussi ce test qui combine donc de l'équilibre, le test de vitesse de marche et le test de levée de chaise. Donc en fait, ils ont juste repris ce qui était déjà existant, mais ils l'auront groupé pour avoir un niveau de score, mais du coup pas de risque de chute, mais de score de performance. Si la personne est suffisamment forte ou performante pour avancer dans l'âge tranquillement et subvenir, faire face à un aléa comme une chute ou autre, ou un traitement onco, c'est pour ça qu'on a beaucoup vu dans les programmes oncogériatriques, ou si la personne elle est en performance intermédiaire ou si elle est en faible performance. Il est également donc, du coup, mis en avant dans le step 2 de ICOP. C'est assez facile, voire certainement très fun, et on pourra monter progressivement et elle va aimer ça en fait. Il faut qu'ils aiment ça, il faut qu'ils se bougent. Je trouve ça bien sûr très fun. Un autre axe évidemment important donc, en éducation en santé, et donc insister sur le côté nutrition. Effectivement, donc, comme vous avez vu dans les steps et dans les évaluations ICOP, il y a l'activité physique, il y a la nutrition qui intervient. Quand on parlait de syndrome de fragilité, dans les signes, c'était une perte de 5 kg, une perte involontaire de 5 kg en moins d'1 an. Donc c'est vrai que c'est vraiment un peu le nerf de la guerre aussi, la nutrition. Et donc il faut l'aborder quand vous êtes avec vos seniors sur différents points. Mais bon, l'hydratation effectivement est importante. Ils perdent un peu cette sensation de soif et du coup boit de moins en moins avec toutes les répercussions métaboliques que ça peut faire. Il y a le mieux effectivement, c'est d'avoir une alimentation variée, mais avec un apport en protéines vraiment de manière quotidienne et de manière suffisante. Alors, en découvrant la gastronomie réunionnaise, je vois que souvent, quand même, il arrive plein de bonnes choses. Donc, je pense que les viandes sont là. Mais voilà, c'est pareil, en vieillissant, on perd un peu l'appétence pour la viande, on arrive un peu moins bien à mâcher. Donc, peuvent avoir l'impression d'en manger suffisamment, mais en fait, non. Parce que, surtout si après, ils ont des problèmes aussi de dents et de mastication, et bien finalement, c'est moins mâché, donc c'est moins digéré. Donc, finalement, c'est moins... la digestion est moins bonne et finalement on ne profite pas au corps. Donc voilà, c'est vraiment cette approche protéinée de lutter contre ce qu'on appelle la dénutrition qui est un peu, c'est spirale, c'est pareil. Du coup on a moins de force parce que les protéines c'est dans les muscles, du coup on peut moins se défendre contre une infection parce que les protéines c'est aussi des défenses immunitaires et on rentre un peu dans cette perte de perte d'autonomie et de faiblesse, et du coup on marche moins, etc. Donc voilà, du coup on parle effectivement de l'apport en protéines, l'hydratation, et effectivement demander de temps en temps s'ils pensent à se peser, à surveiller leur poids, pour pas en perdre, parce que c'est pas le gras qu'on perd, c'est tout de suite les muscles, et avoir un bon état bucco-dentaire, on oublie souvent ce point, mais c'est important déjà. La mâchoire pour l'équilibre et en plus pour bien mâcher. L'aménagement du domicile, donc ça c'est une compétence partagée avec les ergothérapeutes. 72% des chutes ont lieu soit à domicile, soit dans le jardin. Donc avec notre chance de voir souvent nos patients, nous sommes certainement très bien placés pour pouvoir donner de bons conseils d'aménagement. Les conseils généraux.
Voilà, donc c'est pareil, hein, les conseils environnement font partie des plans chutes, ils font partie des choses à développer, il faut vraiment s'intéresser. Je vous propose juste une approche de conseils généraux, comme disait Sébastien, sur éviter un environnement encombré et un environnement à risque, parce que c'est vrai que c'est toujours bête de dire je suis tombée parce que je me suis pris le pied dans le fil, parce que je suis tombée parce que je me suis pris les pieds dans le tapis. Donc voilà, c'est des idées, mais c'est vrai que c'est pas évident, parce que vous avez tous, j'imagine, la personne qui dit mais oui, mais ça fait 30 ans que c'est comme ça, je veux pas changer. Ben voilà, mais après, voilà, tout est dans l'explication et d'arriver à faire prendre conscience du risque qu'ils prennent un peu inutilement. Et puis après, il y a tous les conseils techniques. On disait qu'on est pour le maintien de l'autonomie à domicile, donc il faut que la personne continue à faire ses gestes, mais de manière la plus sécuritaire possible. Donc il existe effectivement tout un panel d'aides techniques pour faciliter. Et c'est l'objectif et c'est le message à faire passer aussi, c'est pas que on veut faire à leur place, c'est que pour faciliter. Et du coup, quand vous allez d'autant plus à domicile des personnes, mais aussi au cabinet, de se pencher sur, pour leur demander comment vous faites, vous levez du lit, donc vous êtes au domicile, vous allez jusque dans la chambre, voir le transfert du lit, de la baignoire, des WC, la sortie sur la terrasse, l'accès à la maison, etc. Il faut les évaluer dans leurs conditions, parce que c'est là, de toute façon, ils tombent chez eux, donc il faut voir. Et si vous remarquez des problématiques, le lit trop bas, le siège trop bas, les WC un peu bas, et à chaque petite problématique dans la maison, on peut trouver des solutions de matériel pour rehausser l'assise, pour rehausser les WC, une barre d'appui pour sortir de la baignoire, etc. Donc ça, c'est à travailler effectivement et discuter avec eux, mais il faut déjà savoir s'ils ont une difficulté ou pas et s'ils se mettent en danger finalement en faisant leur geste du quotidien. On peut tourner parce que c'est aussi d'autres exemples de matériel qui peut vraiment aider au lieu de prendre des risques, d'aller chercher des choses dans le placard, de se pencher pour aller lasser les chaussures, etc. Donc on fera un petit focus en atelier sur le choix de l'aide technique de marche qu'on proposera aux seniors. Pourquoi cette aide technique, en fonction de quels critères par rapport à d'autres. C'est-à-dire que souvent on est quand même dans une problématique, l'entourage me dit écoutez, je vois que mamie marche moins bien, je pense qu'il faudrait une aide technique de marche, qu'est-ce que vous en pensez, laquelle, et comment surtout la faire accepter. Donc ça pose un peu la question du niveau d'aide qu'on veut donner et du choix en fonction des capacités intrinsèques, des besoins, des attentes et de l'environnement. Il faudrait penser à conclure le timing. On accélère bien. Juste que, il y a plein d'autres points justement, mais c'est écrit là. Il y a le point médical qui est très important aussi. Vous pourrez voir tout ça. Et après, pour pas être très original depuis le début de cette matinée, c'est ça, c'est on observe, on récupère et qu'est-ce qu'on fait des informations. Donc il ne faut pas aussi rester comme ça, sans rien avec des informations, mange moins bien, perd du poids, qu'est-ce qu'on en fait. Et non, il faut transmettre toutes ces informations et travailler en équipe. De toute façon, c'est le message qu'on entend depuis ce matin. Et réorienter, souvent, déjà médecin traitant, parce que pour le coup, effectivement, ils n'en parlent pas, je suis tombée, mais c'est pas grave, je ne vais pas embêter le médecin avec ça, alors qu'il y a quand même des recherches au niveau médical à faire par rapport aux chutes. Et puis après, se faire aider de tous les autres médicaux, paramédicaux pour aborder cette problématique de la chute. Et on va partir. Je vais faire vite, mais je vais faire vite. Alors, du coup, effectivement, sur Annecy, bien poussé par les gériatres dynamiques et bien conscients de cette prévention de la chute, a été créée en 2012 la plateforme de prévention des chutes. Alors en fait, on est parti du constat de l'arrivée aux urgences de 6 chuteurs par jour, et dans les moins de 24 heures étaient repartis chez eux parce que chute pas grave, et du coup n'avaient pas bénéficié de l'évaluation des facteurs de risque de chute ni par l'équipe mobile ni par d'autres professionnels plus avec une vision gériatrique. Et l'autre constat, c'était que par rapport à la téléalarme, 2 personnes sur 3 qui appuient sur la téléalarme pour chute restent au final chez elles parce qu'elles sont relevées par le conjoint, par le voisin, ou arrivent à se relever tout seul. Et puis sur les listings de téléalarme, c'est marqué chute pas grave, restez chez elles. Et chute pas grave, non, c'est un peu contradictoire parce qu'on sait que si les facteurs de risque de chute ne sont pas analysés, déjà rechuter.
ou après rentrer dans un circuit de peur de chuter, de diminution d'activité, de syndrome de désadaptation posturale et tout ça. Donc l'idée c'était comment aller voir ces personnes, comment s'occuper de ces personnes pour qu'elles rentrent dans un parcours de prévention des chutes, pour éviter déjà en prévention primaire la chute et éviter la rechute. Donc a été créée la plateforme de prévention des chutes qui est un dispositif qui a été porté en expérience et financé pendant 3 ans par l'ARS. Et comme son action a été bénéfique, maintenant on est financé par la conférence des financeurs. Et sur cette plateforme, donc, il y a une équipe de coordinateurs parcours patient, donc j'en fais partie, on est 5, à temps partiel, j'en fais partie, on est 5 personnes. Et en fait, tous les jours, nous réceptionnons un signalement de chute par le service de la télé-alarme, par le SAMU, donc les personnes qui font le 15, ou par le service des urgences, mais aussi par des libéraux, par des réseaux avec lesquels on a créé vraiment du lien. Et on analyse les dossiers et on reprend donc les dossiers et ceux qui ne sont pas dans un parcours de soins, on les appelle. Donc pendant à peu près une demi-heure, on passe en revue les facteurs de risque de chute, environnementaux, activité physique, le plan d'aide, la chute, comment ça s'est passé, etc. Et avec cette personne ou avec la famille, on établit un plan d'accompagnement. Donc ça peut être des conseils, on envoie des documents sur l'environnement, sur le séchage, sur plein d'autres choses. Donc on s'est fait des petites grilles comme ça pour envoyer tout ça. Et après on peut effectivement réorienter vers les ressources nécessaires à la personne. Donc ça c'est le travail des coordinateurs. Et la plateforme de prévention des chutes aussi porte la mise en place de ces ateliers d'équilibre. C'est une autre personne qui gère tout ça. Et avec l'implication des communes, on forme des animateurs, un suivi par rapport à ça. Et donc il est proposé pendant 1 an des ateliers d'équilibre d'1h30 dans des communes d'Annecy, mais aussi plus reculées, pour justement proposer une activité physique dans des endroits où il y a un peu moins de kiné, où il y a un peu moins d'activité possible. Et dans les actions, donc quand on a les personnes au téléphone, et ben, si on sent que la problématique est un peu plus médicale, ou vraiment trouble d'équilibre, trouble de la marche, on les oriente. On a en même temps créé l'hôpital de jour, donc une structure, et qu'on a juste la diapo d'après. Une structure d'accueil pour évaluer, donc c'est un hôpital de jour, pour évaluer donc, les troubles de l'équilibre et de la marche des personnes. Donc c'est soit les médecins traitants qui nous orientent, soit via la plateforme de prévention des chutes. Donc il y a vraiment ce travail en réseau et de continuité de prise en soin. Donc la personne arrive, donc c'est en demi-journée, rencontre une équipe pluridisciplinaire pour faire une évaluation déjà des facteurs de risque de chute, rencontre le binôme gériatre-kiné pour une évaluation trophique, enfin voilà, de tout ça, lecture d'ordonnance, bien parler des chutes. Et ces bilans sont complétés par une évaluation sur sur donc, le tapis de marche. Et je suis désolé, il faut vraiment penser à conclure là. Et les vidéos qui nous permettent d'avoir plein d'informations. Faut pas accélérer. Ça, on va voir en atelier. Qui nous donne plein d'informations, ainsi qu'un bilan sur une plateforme de posturologie qui nous donne c'est ça la diapo d'après, qui nous donne toutes des pistes par rapport à sa façon dont elle contrôle son équilibre. On verra ça effectivement aussi tout à l'heure. Et on s'est fait, on a voulu une démarche très éducation thérapeutique, mais on ne peut pas dire comme ça. On parle vraiment des désirs de la personne, les objectifs, et ça ne correspond pas forcément à nos objectifs, mais on respecte les leurs. Et une autre orientation possible, c'est dans un centre de rééducation avec un programme de rééducation d'hôpital de jour, où ces personnes peuvent suivre un programme et un programme d'éducation thérapeutique avec des outils modernes de rééducation. Merci qu'on va découvrir.